Alors, en ce qui concerne l'infarctus, on a eu également des surprises. Et on se revoit avec Gilles, on était à Clermont-Ferrand et on commençait à se poser la question de déprogrammer des patients. C'était le 12 mars. Et puis la semaine qui a suivi, finalement, bon, on a déprogrammé, on n'a vu personne, on ne voyait plus d'urgence coronaire. Moi, j'étais d'astreinte le week-end d'après, j'ai été appelé une fois, alors que d'habitude, on était appelé 5 fois. Et on se posait la question, mais où sont passés les infarctus? Et vous voyez que très tôt, on s'est posé la question, ça c'est un éditorial quasiment 15 jours après le confinement, où on se posait cette question, mais où est-ce qu'ils sont passés? Est-ce qu'ils appellent plus? Est-ce qu'il y en a plus? Et c'était une vraie interrogation. Donc quand on revoit les registres qui ont la capacité en fait au fil de l'eau d'analyser ce qui se passe, et ça c'est un rapport très précoce du registre français sur les angioplasties. L'intérêt, c'est que c'est fait avec des outils informatiques qui me permettent de voir quasiment au jour le jour le nombre d'angioplasties. Eh bien, on voit que dès le début mars, eh bien, les angioplasties primaires diminuent d'à peu près 25-30%. Et c'est quelque chose qu'on a vu quasiment dans tous les centres, même dans les centres où il y avait une vague épidémique qui était moins importante que dans certaines autres. Alors, c'est quelque chose qui est mondial, puisque vous voyez aux États-Unis, lorsqu'on voit le système d'activation des réseaux d'infarctus, on voit pareil que ça diminue à peu près de 30%, quels que soient les centres concernés, à l'est, à l'ouest. Et puis, en France, sur des données, des analyses rétrospectives, avec notamment le registre Frenchy, qui est coordonné par Gabriel Steig, on voit exactement la même chose. Là, c'est quelques semaines avant, quelques semaines après. Et vous voyez 2018, vous voyez avant et après le confinement. Et vous voyez, quel que soit le type d'infarctus, que ça baisse d'à peu près 30%. Donc ça, c'est des données récentes. C'est des données qui ont été publiées il y a 48 heures. C'est à peu près 1000 patients. Et vous voyez qu'on voit ça, quel que soit l'endroit du territoire. C'est-à-dire que la vague épidémique était soit très importante ou faible, et quel que soit l'âge des patients. Donc on a vraiment l'impression que c'est un effet qui est lié vraiment au confinement, que les infarctus n'ont finalement pas disparu, simplement ils sont arrivés moins vite ou moins fréquemment à l'hôpital, et en partie à cause des arrêts cardiaques à domicile. Alors quand on regarde, ça c'est quelque chose qui n'est pas encore publié, mais c'est le registre du GACI qui est plus important, puisque c'est plus de 6000 patients, c'est 65 centres, donc c'est plus exhaustif. Donc vous voyez les courbes en rouge, ça c'est le 2020, et vous voyez la courbe en bleu, c'est 2019. Donc ça, ce sont les infarctus avec sus-décalage du segment ST, et puis vous voyez, voilà la vague épidémique. Donc vous voyez clairement qu'il y a un décrochage d'à peu près 13 à 15%. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'ils ont analysé de façon détaillée, notamment les délais, puisqu'on sait que le temps c'est important dans l'infarctus, et ils sont aperçus qu'en fait le délai essentiellement lié au patient est celui qui explique le mieux ces différences. Et en moyenne, on voyait qu'il y avait un délai d'à peu près 30 minutes, c'est-à-dire que les patients appelaient moins vite et moins fréquemment les secours. Donc il y a plein d'explications qui sont liées à ça. Et les conséquences, puisqu'il y a eu un suivi clinique, c'est qu'on a revu des complications historiques qu'on avait moins l'habitude de voir à l'heure actuelle. Et donc les impacts pronostiques sont certains. Donc Alexandre nous a parlé de la veine, mais sur l'artère c'est vrai. Donc on a revu des infarctus vus tardivement avec des ruptures myocardiques chez des gens pas forcément très vieux, sans grosse comorbidité, qui sont liés en fait à des thromboses avec des prises en charge tardifs. Et on a vu des ruptures myocardiques chez des malades qui allaient sortir. Et c'est vrai que c'est des choses chez des gens plutôt jeunes, c'est plutôt l'apanage des sujets âgés. Mais on a revu ça, on avait l'impression d'être 15-20 ans avant. Alors, on a parlé des arrêts cardiaques extra-hospitaliers. Donc ça, c'est la série italienne qui a été publiée tôt. Et vous voyez les barres en bleu, c'est 2020, les barres en orange, c'est 2019. Et puis vous voyez la vague épidémique, c'est la courbe en rouge.
Et vous voyez qu'il y a une augmentation d'à peu près 40 à 50% de l'incidence de ces arrêts cardiaques extra-hospitaliers. Donc une partie est liée à la veine et une partie également est liée à l'infarctus du myocarde, avec des patients qui appellent trop tard et qui font la mort subite. Alors il y a une variabilité en fonction des provinces, et ça dépend en partie de la vague épidémique et des mesures de confinement. Et comme l'a dit Alexandre, donc ce pic, on l'a bien vu à partir du confinement, et ça a été très bien analysé. C'est un très beau travail de l'équipe de Xavier Jouven et de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Et vous voyez que sur la partie droite du graphe, c'est Paris et Grande Couronne, on voit que cette augmentation des arrêts, elle est variable en fonction en fait, des endroits, et qu'elle est particulièrement importante là où la vague épidémique a été très importante, c'est-à-dire les hôpitaux étaient très engorgés, et où il y avait moins de ressources en ce qui concerne les services d'urgence et surtout les SAMU. Et vous voyez que particulièrement dans l'Est, là, ça a été vraiment là où l'augmentation a été la plus importante. Et la conséquence, évidemment, c'est une mortalité plus importante. C'est-à-dire que lorsqu'on regarde la proportion de patients qui arrivent vivants à l'hôpital, elle est considérablement moindre à partir du moment où on a été confiné. Et les explications sont le fait que, premièrement, les arrêts survenaient moins fréquemment devant des témoins. Et deuxièmement, les appels étaient plus difficiles parce qu'en fait les lignes étaient saturées. Et enfin, aussi les délais d'intervention des services mobiles d'urgence étaient plus longues. Donc c'est la règle de 2, c'était 2 fois plus fréquent, 2 fois plus de temps pour appeler les secours et 2 fois plus de mortalité. Et donc les explications, je vous les ai données, ça concerne les artères et les veines. Alors, on s'est réorganisé à l'hôpital très tôt, quand il y a eu l'épidémie. Donc ça, c'est l'aspect logistique. Donc on a créé des filières Covid, avec notamment des salles d'angiographie pour recevoir ces patients, même si on n'avait pas toujours la capacité diagnostique d'identifier les malades qui avaient vraiment le Covid de ceux qui ne l'avaient pas. On s'est réorganisé au niveau des blocs pour accueillir ces patients, pour essayer d'avoir le moins de contamination possible. Donc ça a été quand même aussi beaucoup de travail, mais ça c'est vrai pour la prise en charge de l'infarctus, c'est vrai pour les USIC. Donc je passe. Et on a revu nos indications, évidemment, de cathétérisme cardiaque, parce qu'on savait qu'on avait moins de place en réanimation. Donc on s'est vraiment réservé les indications pour les urgences vraies, c'est-à-dire les infarctus avec sus-décalage, les infarctus sans sus-décalage mais à très haut risque, le choc cardiogénique, et puis également des choses classiques comme l'atteinte du tronc commun, etc., en sachant qu'on avait également moins fréquemment envoyé ces patients se faire opérer, compte tenu du fait qu'il y avait moins de place en réanimation à cause de l'épidémie. Alors, on a aussi vu, dans cette prise en charge de l'infarctus, des manifestations et des mécanismes différents. On en a parlé, c'est à cause du tropisme vasculaire de ce virus. Et on a vu pas mal d'infarctus sans obstruction coronaire, ce qu'on appelle les fameuses MINOCA, avec des cas qui sont très intéressants. Je vous en rapporte un d'une patiente typique qui arrive avec l'atteinte pulmonaire qui est liée au virus, qui est hospitalisée. Qui a le diagnostic confirmé avec une atteinte au scanner, le syndrome inflammatoire, et puis au 4e jour, elle fait des modifications électriques et elle augmente sa troponine avec une souffrance myocardique, puisque vous voyez que le taux de NT-proBNP est élevé. Et on voit qu'à l'échocardiogramme, elle a aussi des modifications régionales de la cinétique segmentaire, ce qui oriente plutôt vers une origine coronaire. Et on fait une coronarographie qui est à peu près normale. Alors on essaye de voir la petite bête, vous voyez ici sur la bifurcation IVA diagonale, où on a l'impression de voir un thrombus. Mais en fait, c'est pas du tout le cas. Et finalement, c'est l'imagerie non invasive et l'IRM. L'imagerie non invasive nous a beaucoup aidé, notamment dans la prise en charge de ces infarctus, où on voit en fait des atteintes microthrombotiques capillaires. Donc c'est des aspects typiques à l'IRM d'infarctus sous-endocardique, sauf qu'on voit un espèce d'œdème et une espèce de reperfusion précoce qu'on ne voit pas dans l'infarctus où il y a une occlusion des artères épicardiques. Donc c'est, des cas nosologiques un petit peu différents de ce qu'on a l'habitude de voir. Ce ne sont pas des myocardites, bien évidemment, ce ne sont pas des syndromes coronariens aigus, mais c'est ce qu'on appelle des MINOCA, qu'on pourrait dire, non classifiés, parce qu'on ne sait pas exactement ce que c'est.
Et donc ça nous a fait réfléchir sur l'importance de l'imagerie non invasive chez ces patients, avec évidemment le scanner, et puis l'utilisation de cet IRM pour avoir ces confirmations diagnostiques. Et le message que je veux faire passer ici, c'est que l'infarctus qu'on voit avec les modifications classiques de l'électrocardiogramme, des biomarqueurs et échographiques, c'est pas toujours de l'athérothrombose coronaire, et c'est probablement aussi assez fréquemment des atteintes microcapillaires. Donc globalement, ce qu'on a pu voir, c'est que premièrement, il y a eu une réduction temporaire des hospitalisations pour infarctus, une augmentation des délais de prise en charge, une augmentation de la mortalité, mais ça c'est vraiment un effet confinement. Il y a eu une proportion, disons, peut-être plus importante de MINOCA durant cette période, et probablement ça doit nous faire réfléchir à une réorganisation des filières de prise en charge, probablement à un numéro spécifique pour le Covid, pour éviter la saturation du 15 pour les urgences classiques. Et je pense que nos collègues neurologues des UJNV ont vécu exactement la même chose que nous. Et évidemment, la place importante de l'imagerie non invasive chez ces patients. Voilà, je vous remercie. Merci Jean-Philippe. Alors, c'est vrai qu'il y a eu, comme tu dis, des délais liés aux patients, mais ce qu'on a beaucoup vu aussi, c'est des histoires qu'ils nous ont racontées quand même. J'ai appelé le 15, ça sonnait pendant 3 quarts d'heure, j'ai pris ma voiture, mon fils m'a conduit aux urgences, je suis arrivé, je suis tombé dans un service d'urgence saturé, j'ai passé 4 heures. Ça c'est vrai. Et puis ils ont fini par moi. Voilà, c'est quand même la défaillance de notre système de santé sous la pression de l'épidémie. Enfin, ça c'est vu de la vue du cardiologue, ça a dû être autre chose, enfin la même chose ailleurs. Et malheureusement, nous on a vu des catastrophes liées à ces retards de prise en charge du système, avant même de penser de culpabiliser les patients et les familles, puisqu'ils ont appelé une demi-heure trop tard. Et c'est vrai qu'on a vu aussi beaucoup dans le Covizen de la régulation qui était faite par notamment les étudiants, où on a beaucoup de patients qui ont des blocs-nez d'effort, qui sont liés à des syndromes coronaires aigus. On leur disait que c'était le Covid, qu'il fallait rester chez eux. Et donc ils revenaient 15 jours après avec la mort subite ou l'infarctus. Et ça, bon, c'est une situation un peu exceptionnelle, quoi. Mais bon, les infarctus n'ont pas disparu. Voilà. Question pour Jean-Philippe. Il y a un rebond depuis le confinement. Bon, il n'y a pas spécialement de... Enfin, disons, il y a un rebond entre guillemets, c'est-à-dire que tous les patients qu'on n'a pas pu traiter reviennent. Donc il y a probablement une activité qui est un peu plus importante que d'habitude. Mais sur la prise en charge des infarctus aigus, on a l'impression qu'on revient à des niveaux comme d'habitude, quoi. Mais par contre, on a travaillé énormément cet été. Il y a eu beaucoup de travail, il y a eu aussi beaucoup d'urgences. Et je pense que ça s'explique par le fait aussi que les gens ont moins bougé. Donc, je veux dire, on avait l'habitude que ça décroche à partir de 8 août. Et là, le mois d'août a été un mois très actif. Est-ce que le confinement lui-même, le fait de... Finalement, on sait que les gens ont dormi plus, C'était l'hypothèse qui était avancée par un certain nombre enfin, ceux qui n'ont pas travaillé, quoi. Et moins de pollution. La pollution, l'Italien disait Parce que ça n'a pas participé finalement. À moins d'infarctus. Ouais. Mais je ne sais pas, parce que quand tu regardes quand même, comme on le voit et comme on l'a dit au début de ces topos, le confinement il n'a pas du tout été vécu de la même façon, je veux dire en milieu urbain et en milieu extra-urbain. Et les gens qui étaient en extra-urbain, ils vivaient comme ils avaient l'habitude de vivre avant, quoi. Donc, mais en fait, on voit bien que lorsqu'on regarde le registre du GRCI GACI, là, c'est un peu dans tous les centres où il y a eu ce décrochage, quoi. Ah bah c'est au niveau international, c'est partout pareil. Donc si tu veux, on a l'impression que c'est pas spécialement régional, quoi. C'est pas dans les endroits où il y a eu beaucoup de Covid et beaucoup un confinement peut-être un peu plus sévère qu'il y en a eu moins. Et l'augmentation des morts subites n'explique pas... Non, il y a un peu tout dans les morts subites. Non, puis il y a eu un autre phénomène, c'est que les infarctus des EHPAD ne sortaient plus. Et on ne va pas les rattraper, ceux-là. Et nous, on a Charlevoix qui n'est pas très loin, et il y a aussi un certain nombre de malades à Charlevoix qui ne sont pas sortis.
Donc il y a eu cette autocensure dans la phase épidémique où c'est Covid, on ne bouge plus, on ferme les portes et puis on laisse glisser. Hein. Il y a des implications pour les semaines qui viennent aussi. Le 15, là, c'était une erreur. Justement, oui, les implications, c'est de faire un numéro peut-être dédié au Covid pour ne pas saturer les lignes classiques d'urgence, quoi.